Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France, avec la presse quotidienne régionale et TV5 Monde, deux parties dans cette matinale. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter, puis le Club de la presse et puis à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau. C'est Lydia Guirousse qui est porte-parole des Républicains qui sera présente. A tout de suite pour le JT des territoires dans un instant. À 3 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture et à la veille d'une réception à l'Élysée, les agriculteurs ont manifesté dans de nombreux territoires. C'est le cas en Gironde où les syndicats avaient en effet appelé à une journée nationale de mobilisation. Dans leur viseur, un projet d'accord entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique du Sud. Franck Poirot pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ils sont une quarantaine d'agriculteurs venus de tous les départements avec une dizaine de tracteurs pour faire entendre leur opposition aux accords UE-Mercosur. Un accord commercial négocié en ce moment par plusieurs pays de l'Amérique du Sud et de l'Union européenne. Il prévoit notamment d'exonérer de droits de douane européens la viande produite par les Sud-Américains et exportée sur le vieux continent. Ce tonnage exempté de droits de douane oscille entre 70 000 et 100 000 tonnes de bœuf en fonction des négociations. C'est une distorsion de concurrence. On sait très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas les réglementations dans ces pays-là sont pas du tout les mêmes que chez nous. Nous, on nous demande constamment d'être aux normes, on nous demande énormément de choses. Bon, sur le bien-être animal, c'est tout à fait normal, mais on est constamment attaqué et de l'autre côté, on nous dit on va aller ouvrir nos frontières à de la viande qui est pas du tout réglementée. Différence de règles sociales, environnementales et sanitaires, cet accord UE-Mercosur prévoit en contrepartie de permettre aux autres industries automobiles, chimiques et pharmaceutiques européennes de pénétrer le marché sud-américain avec des droits de douane suspendus progressivement. Les agriculteurs ont manifesté devant le Conseil régional et ils espèrent que son président les soutiendra en s'opposant à cet accord. Pour ces agriculteurs, 70 000 ou 100 000 tonnes de viande sud-américaine qui arriveraient sur le marché européen sans aucune régulation douanière serait une catastrophe économique. En rentrant des quantités importantes de viande sur le marché, on déséquilibre le marché et un peu plus. Et donc on va automatiquement faire baisser les prix d'achat de nos animaux dans les fermes. On ne peut pas supporter ça. Déjà que nos éleveurs ont des tout petits revenus, on est en moyenne à 15 000 € par an dans l'élevage. Les tracteurs et les manifestants ont pris la direction de la préfecture de région. Une rencontre avec le directeur de cabinet du préfet a été organisée. Cet accord commercial possède aussi un volet sur la volaille et un autre sur l'éthanol. Jusque 600 000 tonnes de ce produit sera exporté vers l'Europe sans aucun droit de douane. Si en septembre le président de la République exprimait ses réserves, notamment sur le volet de la filière bovine, il semble depuis un mois assouplir sa position. Ces agriculteurs demandent à Emmanuel Macron de faire jouer son droit de veto sur cet accord pour qu'il ne soit pas ratifié. S'estimant non écouté par le représentant de l'État ce matin, ces manifestants ont vidé devant la préfecture d'Aubaine de fumier et une cuve de lisier. Après la présentation en Conseil des ministres du projet de loi Asile et Immigration, direction l'un des points frontaliers les plus surveillés de France. Dans les Alpes-Maritimes, à Menton, les frontières sont de facto réinstallées. Trains, mais aussi routes et cols de montagne sont contrôlés par les forces de l'ordre. Des sénateurs LR ont voulu voir sur le terrain comment cette mission était assurée. C'est un reportage de Fabien Recker pour Public Sénat. L'incident remonte à vendredi soir. À bord de cette voiture, 2 passeurs et 5 migrants ont tenté le passage du poste frontière de Menton. Les passeurs tunisiens ont été écroués, les migrants remis aux autorités italiennes. Comme le seront la trentaine de personnes arrêtées dans la nuit, des Érythréens, des Soudanais et des Maliens. Après quelques heures de rétention dans ces préfabriqués, ils font le trajet en sens inverse. Ce qu'on vous propose, c'est d'aller à la gare de Menton-Garant pour assister au contrôle d'un train. Je vais dire bonjour. Une routine que le vice-président de la commission des lois du Sénat est venu observer avant les débats sur le projet de loi immigration. La gare de Menton-Gare-Avant est le premier arrêt en territoire français depuis l'Italie. C'est un point de passage autorisé. Donc les personnes interpellées sur ce point font l'objet de procédures de non-admission. À Menton-Gare-Avant, les arrêts sont systématiques. Chaque train est contrôlé par la police aux frontières. 48 000 personnes en situation irrégulière ont été interpellées dans les Alpes-Maritimes l'an dernier.
Et la tendance en ce début d'année n'est pas à la baisse. Donc, la première nationalité en 2017, ce sont les Soudanais. Mais avec une recrudescence depuis quelques mois de ressortissants de pays d'Afrique francophone. On sent bien que c'est l'Afrique subsaharienne qui arrive par l'Italie, qui veut rentrer sur le territoire national, après pour aller soit à Calais, parce qu'ils visent l'Angleterre, soit ailleurs. En tous les cas, c'est le travail de tous les jours et évidemment, c'est un volume important, c'est beaucoup de monde. Et ça mobilise énormément nos forces, et notamment la police de l'air et des frontières. Depuis 2014, les services de la police aux frontières, de Sentinelle et de la gendarmerie sont coordonnés au niveau départemental, soit près de 900 fonctionnaires. Au barrage filtrant de Fanguetto, policiers et gendarmes se partagent la surveillance à quelques centaines de mètres de l'ancien poste frontière. Monsieur le directeur. Capitaine. C'est un verrou stratégique de l'entrée de l'Italie vers la France. Donc là, on est en France, j'ai vu le panneau, là, on a fait le contour pour venir. Incursion en Italie. La route est longée par une voie ferrée, régulièrement empruntée par les migrants. Voilà. Il fait quelle longueur ce tunnel? 860 mètres. Ici, la surveillance est automatisée. Il y a 3 détecteurs que nous pouvons retrouver à la fin du tunnel italien, à l'entrée du tunnel français, et un dernier détecteur qui est au niveau de l'entrée d'un GR permettant de partir dans la montagne. En moyenne, seulement 2 interpellations ont lieu chaque semaine dans ce tunnel. Mais pour les fonctionnaires, il est essentiel d'occuper le terrain afin de ne pas créer d'appel d'air. Tout va bien parce que les moyens ont été mis en place et singulièrement, c'était pas ce niveau de moyens au moment de la crise de 2015, même en 2016. Donc les moyens qui ont été mis en place sont finalement assez récents et c'est pour ça que tout va bien. Ce qui démontre à l'évidence qu'il faut continuer l'effort, maintenir l'effort et ne pas s'endormir. En décembre dernier pourtant, 11 policiers s'étaient mis en arrêt maladie pour protester contre les cadences de travail à la frontière. Des cadences qui ne découragent pas pour autant les migrants de tenter le passage depuis l'Italie. Près de 3100 abris ont été recensés à Paris la semaine dernière. Ces premiers chiffres annoncés hier matin résultent de l'opération de la nuit de la solidarité menée la semaine dernière. 1700 Parisiens volontaires s'étaient mobilisés pour réaliser un décompte anonyme des personnes sans abri dans la capitale. Un questionnaire leur a d'ailleurs permis de dresser leur profil et leurs besoins. C'est un reportage signé Adèle Latour de Via Grand Paris. Au moins 2952 personnes dorment actuellement dehors à Paris. Parmi elles, 2025 ont été recensées dans les rues de la capitale par les citoyens bénévoles dans la nuit du 15 au 16 février. Les partenaires tels que la RATP et la SNCF ont quant à eux rencontré 738 sans-abri dans les gares, stations de métro, services d'urgence d'hôpitaux de l'assistance publique ou encore dans les parkings. Un bilan qui doit servir de photo objective de la situation à la mairie de Paris, qui espère rapidement activer de nouvelles solutions. Nous ne sommes malheureusement pas surpris par l'ampleur du phénomène et par ces chiffres, probablement nettement plus, même sûrement de 3000 personnes qui dorment à la rue en plein mois de février à Paris. Les professionnels du secteur social le savaient. Dorénavant, la question qui se pose à nous, c'est que faisons-nous de ce bilan quantitatif et qualitatif? Nous espérons que cela agira un peu comme un électrochoc, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs concernés se réunira pour apporter des réponses quantitatives. Il faut sûrement plus de places d'hébergement d'urgence, mais aussi qualitatives. Et l'enquête ne s'arrête pas là. Ces chiffres ne sont qu'une première étape. Lors des maraudes de la nuit de la solidarité, les bénévoles ont posé des questions détaillées au SDF dans le but de mieux connaître leurs besoins. On va avoir rapidement un tableau, un profil des personnes, ce qui devrait nous permettre d'adapter mieux les solutions qu'on pourrait proposer. Pour moi, les solutions, elles doivent se jouer au niveau de la métropole et elles doivent évidemment associer l'ensemble des acteurs, l'État, la métropole, la ville de Paris, les associations et les citoyens qui ont été extrêmement présents avec nous et qu'il faut continuer à motiver. La deuxième partie de l'enquête réalisée lors de la nuit de la solidarité sera présentée par la mairie de Paris le 20 mars prochain. Tout à fait autre chose. Tombé à Verdun, Claude Fournier est inhumé dans la nécropole 102 ans après sa mort. En mai 2015, des ossements de 3 soldats sont exhumés lors des travaux au mémorial de Verdun. Avec le squelette d'un des soldats alors inconnu, une plaque militaire est retrouvée avec comme inscription Claude Fournier 1900. Hier, le corps de Claude Fournier et des 2 soldats inconnus ont donc été inhumés à la nécropole de Douaumont, en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées. Récit de Jean-François Ambroise pour Mirabel TV. Robert Allard est ému.
Après 102 ans de mystère autour de la mort sur le champ de bataille de Verdun, de son grand-père, le sergent Claude Fournier, sa famille peut enfin faire le deuil. Et c'est à sa mère qu'il a voulu dédier cette cérémonie. C'était son grand regret de n'avoir pas su où était mort son père. Aux côtés de 2 soldats qui demeurent inconnus, la dépouille de Claude Fournier est mise en terre à la nécropole de Douaumont, 3 ans après avoir été exhumé lors des travaux au mémorial de Verdun. C'est un moment de profonde émotion, parce que avec tout ce qui a été fait, on lui redonne un nom, parce qu'en fait, c'était un soldat inconnu et maintenant c'est devenu un soldat connu. Et ben c'est, je sais pas quoi vous dire. C'est un très beau moment, voilà. Pour ce petit-fils de Poilu, c'est l'épilogue d'une incroyable histoire. Avec le squelette de ce soldat alors inconnu est découvert une plaque d'identité militaire permettant de retrouver les descendants du sergent mort au combat. Ce sont des analyses ADN qui confirment son identité. Ce matin, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a rendu un hommage national aux Poilus. Beaucoup d'émotions parce que 102 ans après, découvrir un soldat, l'identifier, pouvoir l'inhumer, ce sont des moments, ce sont des moments de vie pour les familles qui se reconstituent, qui sont reconstituées là. Et puis je trouve que c'est des moments d'humanité un petit peu. Un sentiment de devoir accompli ce matin pour tous les acteurs qui ont permis l'identification de Claude Fournier, mais aussi pour le maire du village de Colombey-en-Brionnais, dont le soldat était originaire. C'est l'aboutissement d'un travail de presque 3 ans. Durant toute l'histoire, durant toutes les recherches, il y a eu des étapes qui ont été, c'était des petites victoires. Quand j'ai retrouvé la famille, quand j'ai retrouvé le petit-fils, c'était déjà une première victoire. La deuxième grande victoire, c'était les tests ADN qui ont matché. Alors là, c'était pour nous, c'était très attendu. Et puis derrière, on a enclenché les cérémonies, et puis la mémoire de ces soldats, alors de Claude Fournier, de ses 2 compagnons et surtout de tous les soldats. Et c'est là le beau symbole de cette cérémonie. À travers l'inhumation de Claude Fournier, l'hommage est aussi rendu aux 80 000 soldats qui reposeraient encore sur le champ de bataille de Verdun. Un clin d'œil maintenant, la championne de France de tricot est costarmoricaine et elle est indétrônable. Catherine Bouellard de Trébéan vient d'être sacrée à Paris pour la 6e fois consécutive. Malgré tout, elle prévoit un entraînement plus rigoureux pour le concours 2019 afin de ne pas être distancée. Un reportage de Mathilde Kemener pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Cette costarmoricaine veut tricoter encore plus vite et elle n'a plus le choix. Cette année, elle a remporté de justesse son 6e titre de championne de France de vitesse de tricot. Là, ça fait 2 ans que je suis talonnée par Isabelle, qui est 2e déjà depuis 6 ans. Et là, cette année, ça n'a jamais été aussi serré, parce qu'on était à une maille près l'une de l'autre. Cette année, on retombe à 258 et elle est à 257, donc c'est un peu chaud quand même. Un écart très serré puisqu'une maille est réalisée en un seul geste. Je la prends comme ça, c'est une maille en droit, je la prends comme ça, j'écarte mes 2 aiguilles, je mets la laine au milieu et hop, j'envoie le morceau qui reste de l'aiguille de gauche vers l'aiguille de droite. Tac. Et quand je vais vite, ça donne ça. À cette vitesse, les pulls et les chaussettes s'accumulent, même le chien finit par avoir une veste. Cette championne espère un jour participer à une compétition européenne ou internationale et peut-être même aux Jeux Olympiques d'hiver, comme le réclament chaque année à Paris les participants du concours. Eh bien, nous, on voudrait que le tricot soit reconnu aux Jeux Olympiques d'hiver. On n'est pas sur des planches, mais on a quand même la laine pour faire des écharpes et des bonnets. On a un hymne. On dit le tricot au JO, le tricot au JO, puis alors on prend ça en cœur à plusieurs. On espère un jour être entendu. Sport olympique ou non, en tout cas le tricot ça détend, un véritable yoga du cerveau, comme même le répétait cette championne. Un reportage qui a beaucoup plu à Zoé Cadio, qu'on retrouve dans un instant dans le club de la presse. Tout de suite, c'est la une de vos journaux dans la presse quotidienne régionale en région. On regarde ça ensemble.
démarre avec la une du plus grand journal francophone d'Europe et du monde d'ailleurs, Ouest France, dirigé par François-Xavier Lefranc. Ces 2 soldats français tués au Mali, qui font la une de ce grand quotidien régional, le premier français pour La Voix du Nord, dont le rédacteur en chef est Patrick Jankielewicz et le directeur de la rédaction Pierre Mauchamp. C'est le Premier ministre qui sera dans la région aujourd'hui et demain. C'est une interview exclusive d'Édouard Philippe. Je sais ce que représente le bassin minier dans l'histoire, affirme le Premier ministre. Dans Sud-Ouest, rédacteur en chef Jean-Pierre Dorian. Et s'il faisait exploser la droite, il s'agit de Laurent Wauquiez, le président des Républicains assume ses propos polémiques qui ont conduit au départ de nombreux cadres du parti et à la colère de Nicolas Sarkozy. Le parti s'enfonce dans la crise. On reçoit tout à l'heure comme invité politique à 8h Lydia Guirousse, la porte-parole des Républicains. On lui posera évidemment toutes les questions relatives à ce mini-scandale, en tout cas ce scandale aux Républicains. Voilà, Jean-Michel Blanquer au Courrier Picard. On excite les gens sur les fermetures de classes. Le ministre de l'Éducation nationale réfute les critiques sur la carte scolaire. Il veut y voir une campagne politique de mauvaise foi. La une du Courrier Picard, édition d'Amiens. Pour la Dépêche du Midi, dirigée par José Biosca, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry. C'est l'immigration, le projet qui divise. Le gouvernement a présenté hier son projet de loi alliant fermeté et accueil, vous le savez. Pour l'Union de Reims, rédacteur en chef Sébastien Lacroix, il veut être écouté par Emmanuel Macron. Ce sont les agriculteurs de la région qui sont reçus aujourd'hui par le chef de l'État. L'occasion de lui transmettre leurs doléances. Pour la montagne, un des journaux du groupe Centre France, dont les rédactions sont coordonnées par Olivier Bonichon, et c'est Bernard Stéphan, le rédacteur en chef adjoint, qui est souvent sur ce plateau de la matinale d'info. C'est le coup de semonce des agriculteurs, avec des manifestations hier en Auvergne. Une centaine d'entre eux ont déposé, vous le voyez, sur cette grande photo de une gerbe de fleurs et puis des panneaux de communes par terre pour manifester. Pour le Petit Bleu d'Agen, un quotidien régional qu'on aime bien, il s'agit d'Agen, les paysans toujours en colère. Dans le calme, ce sont les syndicats FDSEA et 47 et jeunes agriculteurs qui ont protesté hier à Agen contre le partenariat commercial en cours de négociation entre l'Union européenne et le Mercosur. Et Mercosur, l'alliance économique des pays d'Amérique latine, vous savez, qui crée des tensions. On en parlera dans un instant avec Zoé Cadio dans le Club de la Presse. Pour Presse Océan, un des journaux du groupe Ouest France, c'est Notre-Dame-des-Landes, des tensions autour des terres. La répartition des terres agricoles de la ZAD fait l'objet de vifs débats alors que les négociations n'ont pas encore débuté. Le processus sera long, prévient la préfète. La Provence, dirigée par Franz-Olivier Gisbert, c'est l'alerte rougeole. 40 cas ont été signalés en Provence en 50 jours. La faute à un recul de la vaccination. Il faut s'attendre à des décès. Cette maladie est la plus contagieuse. Tous les autres peuvent suivre, prévient Brigitte Chabrol, la professeure de médecine à la Timone, l'hôpital de Marseille. C'est à la une de la Provence. Aujourd'hui, alerte à la rougeole. Et puis pour le Télégramme de Brest, directeur éditorial Hubert Coudurier, c'est la chasse au diesel en Allemagne qui fait la une du Télégramme. Pour le Républicain Lorrain, l'ADN ranime la flamme du poilu Fournier, on l'a vu tout à l'heure, le sergent Claude Fournier, premier soldat de la guerre 14-18, identifié grâce à des analyses génétiques, d'ailleurs a été inhumé hier à la nécropole nationale de Douaumont. Vous l'avez vu, le sujet tout à l'heure dans le JT des territoires. Voilà, le Club de la Presse, tout de suite, avec Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef des éditions locales du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyril. Et puis Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. Merci d'être là avec vous Zoé, à la veille de l'ouverture du Salon de l'Agriculture. Lundi, Emmanuel Macron reçoit à midi les jeunes agriculteurs pour expliquer sa vision de l'agriculture de demain. Mais l'heure n'est pas tellement à la fête, avec les adaptations nécessaires à réaliser. Il y a des négociations, le Mercosur, on vient d'en parler avec les unes de la presse quotidienne régionale, le plan Loup, entre autres, on y revient dans un instant avec vous. Avec vous, Jérôme Cordelier, on va examiner ce qu'il y a à la une du Point cette semaine, les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Mais, actualité Le Pen tous azimuts, aujourd'hui, est multigénérationnelle, j'allais dire, ce matin, puisque le grand-père et la petite-fille sont à l'honneur de la presse. Marion Maréchal Le Pen, d'abord, elle prendra la parole aujourd'hui à Washington, juste derrière le vice-président américain Mike Pence. Elle s'est retirée de la vie politique, soi-disant, mais elle sera pourtant sur le devant de la scène à la conférence annuelle des conservateurs américains. Oui, il paraît que c'est un projet à titre privé, c'est-à-dire que c'est pas son retour politique, c'est pour une école de commerce, d'après ce que j'ai compris, aux États-Unis. Donc elle aussi prend la campagne américaine, un peu NKM à New York, je crois, et puis elle, voilà, tous les deux pour un projet privé. Et alors c'est vrai que
Jean-Marie Le Pen, dans ce premier tome des mémoires, hein, il en promet 3. Qui fait la une du Point. Voilà, il en promet 3. Il ne parle pas tellement de la période actuelle. Hein. Là, ça commence un peu son enfance, sa jeunesse, enfin aussi la guerre d'Algérie, etc. Et il parle très très peu de Marion Maréchal Le Pen, très très peu de Marine Le Pen. Elle arrive tard. Voilà. Dans le livre. Voilà, il parle très peu de Marine Le Pen. Il promet pour les prochains tomes d'en parler de manière un peu plus forte. Voilà, plus rigoureuse. Voilà. Marion Maréchal Le Pen, avant qu'on s'attaque à la bio de Jean-Marie Le Pen, hein, vous publiez d'ailleurs les meilleurs extraits. Les mémoires, l'autobiographie. Hein. L'autobiographie. Oui. Exactement. C'est lui qui écrit. Ah oui, c'est lui qui écrit. Oui. Pour parler d'elle, pour terminer, vous croyez à cette absence durable de Marion Maréchal Le Pen sur la scène politique. Vous êtes bien placé pour le savoir. Quand on a le virus de la politique, surtout quand il se transmet de génération en génération, c'est compliqué de parvenir. Surtout que, elle a du talent en politique, Marion Maréchal Le Pen. Et c'est vrai que... Elle va parler 10 minutes, hein, voilà, aujourd'hui. Avant le vice-président, mais que 10 minutes. On peut la croire sincère aussi dans le fait qu'elle a eu un ras-le-bol de la politique telle qu'elle était pratiquée en France. Bon, elle a vu aussi qu'il y avait quand même il y a un corner actuellement pour le Front National. Son grand-père a l'air de le cœur du grand-père a l'air de balancer plus vers la petite fille que vers sa fille. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, mais en même temps, je ne suis pas dans la tête de Marion Maréchal Le Pen. Ouais, certains de ses opposants disent que justement elle a fait une trêve politique d'une certaine manière pour se refaire une virginité. D'ailleurs, c'est ce que disent les Américains quand ils vont la recevoir, parce que l'image de la famille Le Pen aux États-Unis est quand même assez radicale, hein, assez extrémiste. Et là, ils découvrent le visage presque d'un ange, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc, ils sont assez attirés par ce nouveau visage, surtout qu'elle ne vient pas en tant que députée, plus jeune députée de France comme elle l'a été, mais elle vient pour vendre un projet d'école, de commerce. Et puis c'est une tacticienne, donc elle sent bien le vent, elle voit bien que voilà. Donc je trouve que c'est assez bien joué. Alors, les mémoires de Jean-Marie Le Pen, le premier tome... il en promet 3. Hein. Oui, vous avez l'air d'en annoncer plusieurs. Alors, il est question d'histoire. Hein. Il y a François Mitterrand, le canal de Suez, la torture en Algérie aussi. C'est assez étonnant parce que dans les extraits qui sont proposés par Le Point, évidemment, c'est un document pour l'histoire. Et d'ailleurs, je trouve ça bizarre que tous les grands éditeurs de la place, dit Jean-Marie Le Pen, ont refusé ce manuscrit parce que c'est quand même intéressant de savoir un petit peu. C'est une vie qui a traversé. Il est né en 1928, Jean-Marie Le Pen. Donc il a traversé quand même énormément d'épisodes de l'histoire. Et alors, ce qui est très intéressant quand on lit ces extraits, c'est qu'on voit qu'il a traversé l'histoire, mais en fait, il n'a jamais fait l'histoire. Et donc c'est ça qui est assez fascinant. C'est une vie très romanesque qui commence. D'ailleurs, c'est un passage assez poignant par la découverte du corps de son père quand il est enfant sur une plage de Bretagne, donc où il voit le corps de son père qui a eu un accident de pêche, qui était marin pêcheur, vous savez, et donc il reconnaît le corps. Il est encore enfant, hein, et donc ça l'a marqué. Ce sont des passages comme ça assez poignants, mais en même temps il traverse l'histoire. Et alors il a des portraits assez sidérants. Par exemple de Gaulle. Alors il écrit peu attrayant physiquement. Voilà, il décrit un De Gaulle à la main flasque. Voilà, donc c'est assez étonnant. Il dit qu'il l'a vu sur une tribune, que le discours était nul. Il me parut laid. Voilà, donc alors il est évidemment toujours dans le côté c'est la geste de l'extrême droite, hein, évidemment, qui est anti-gaulliste, surtout que il n'avait pas une serve de héros. Voilà, surtout que Le Pen a servi en Algérie. Mais alors il a des passages donc sur De Gaulle, sur Mitterrand, qui sont comme ça un peu des fantômes de l'histoire, alors que eux seront des acteurs de l'histoire, ce que Jean-Marie Le Pen n'a jamais été encore. C'est ça qui est un peu curieux. Puis alors il a des passages terribles sur Brasillac. Alors Brasillac, il a presque des trémolos dans la plume, je dirais, en écrivant sur Brasillac. On apprend aussi qu'il est un féru de poésie et qu'il a eu le chanteur et poète Mouloudji comme ami. Voilà. C'est dans Le Point en tout cas. Et on apprend une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il est contre l'Algérie française.
Et donc, pour quelqu'un qui a servi en Algérie et qui a été ami de Bastien Thierry et tout, c'est quand même, ça manque pas de sel de savoir qu'il était en fait pour l'indépendance de l'Algérie. Le Pen secret d'histoire, à la une du Point national. Donc les mémoires, le premier tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen. Premier tome, il y en aura 3. Avec vous, Zoé Cadio, à la veille de l'ouverture de ce salon de l'agriculture, lundi, on parle un peu... samedi. Samedi, pardon. Nous y serons lundi, c'est pour ça que je dis ça, en direct. C'est pas grave. L'heure n'est pas trop à la fête. Hein, alors, l'heure n'est pas à la fête. Alors, vous dites, oui, l'ouverture du salon agricole, qui est la plus grande ferme virtuelle pas que du virtuelle, moment. Hein, quand on y va, il y a énormément d'animaux. Ce que je veux dire, c'est que cette ferme, elle n'est là que pour 10 jours. Quoi. Excusez-moi, hein, je me suis peut-être mal exprimée. Donc, à la veille de l'ouverture de ce salon, le président de la République reçoit aujourd'hui la nouvelle génération agricole, d'une certaine manière. Alors, c'est une première, d'une certaine manière. Il en reçoit 1000 et il reçoit les jeunes agriculteurs. Hein. Alors, pourquoi les jeunes agriculteurs? Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et puis il faut savoir aussi que d'ici 3-4 ans, 40% des agriculteurs partent en retraite. Donc, il y a vraiment un renouveau générationnel. Et puis, il faut savoir que les agriculteurs, pendant la campagne électorale, Emmanuel Macron en parlait beaucoup. Hein, il avait parlé d'un plan d'investissement de 5 milliards pour le secteur, mais toutes les filières. Et donc, il a créé de l'appétence, hein, si vous me permettez, une envie, si vous me permettez cette expression. Et le problème, c'est qu'arrivé au pouvoir, il y a beaucoup de mots d'amour, mais comme dit Christiane Lambert, la présidente de la Fédération, il faudrait aussi qu'il y ait des actes d'amour, parce que les actes d'amour, on ne les voit pas beaucoup, hein, surtout avec les différentes, je dirais, annonces qu'il y a eu ces derniers temps. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a les négociations sur le Mercosur. Alors, si les gens ne savent pas ce que c'est, vous savez, c'est entre les 4 pays de l'Amérique du Sud, avec l'Uruguay, l'Argentine, les 2 autres, excusez-moi, j'ai un trou, où c'est, à vrai dire, des négociations qui devraient permettre l'autorisation de 70 000 tonnes de viande bovine en plus sur le marché, sans droit de douane. Et il faut savoir que la filière bovine en France est assez malmenée, hein, parce qu'il y a eu des problèmes d'adaptation, des manques d'investissement aussi au niveau des ateliers de découpage et de transformation. Mais ça, c'est pas spécifique à la filière bovine. Il y a toutes les filières qui sont touchées, sauf peut-être la filière vitivinicole qui a été fortement perturbée il y a une dizaine d'années, qui s'est remise en question et qui aujourd'hui va bien. Et puis il y a aussi des mécontentements avec le plan loup. Alors le plan loup, oui. Alors on parle du plan loup parce que, alors le problème c'est que le loup, jusque dans les années 30 avait été éradiqué. Il est réapparu dans les années 90 par les Alpes italiennes et maintenant il y en a beaucoup. Alors il faut savoir que le loup c'est une espèce protégée. Mais alors espèce protégée, quand on sait qu'aujourd'hui normalement d'après le gouvernement il y a 360 loups, c'est faux, disent les agriculteurs qui, pour étayer leur dire, rappellent que quand même il y a eu 10 000 attaques de loups cette année alors qu'on n'en comptait que 2000 dans les années 2000. Donc ils ont l'impression qu'ils sont un peu sacrifiés au nom de l'écologie et de la façon de faire les choses. Et vous savez que nous serons au salon de l'agriculture dès lundi. Et en direct. Et ça ouvre donc demain. Voilà. Merci. Donc on attend aussi, parce qu'il faut rappeler aussi que Emmanuel Macron doit donner sa vision de l'avenir agricole aujourd'hui. Toute une journée qu'il y sera présent de très nombreuses heures. Voilà, mais les agriculteurs ne veulent pas d'un record, hein, ils veulent des actes. Merci Zoé Cadio. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France et dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique. Et puis à 8h, dans quelques minutes, c'est l'invité politique de Territoire d'Info, Lydia Guirouz, porte-parole des Républicains. Et on vous retrouve tous les deux, Zoé Cadio et Jérôme Cordelier, pour le débrief. A tout de suite avec notre invité politique. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.